Parents pour le plaisir, un podcast pour les parents parfois en galère qui veulent trouver la joie de la parentalité en Dieu le Père. Salut, moi c'est Chloé Moi, c'est Nico. Et moi, c'est Rachel. et bienvenue sur notre podcast Parents pour le plaisir. La semaine dernière, si vous avez écouté notre épisode, si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, écoutez-le. On a exploré le concept de la communication hors crise. Et on a parlé du fait que parfois, il y a des moments de crise sur lesquels il faut revenir pour discuter, pas balayer sous le tapis, pas créer une culture familiale où on avance en ayant couvert le problème d'un pansement et en n'en reparlant plus jamais. Et aujourd'hui, on va parler du fait qu'on peut anticiper les crises et parler des problèmes avant qu'ils n'arrivent. Mais je vais juste te laisser la parole, Nico, si tu veux nous expliquer un peu plus les bienfaits de cette communication hors crise anticipée et nous parler un peu du concept. Oui. Donc déjà, un des avantages de ces discussions-là, c'est le calme émotionnel qui facilite ce qu'on appelle souvent entre nous la communication saine. Et on le voit avec sur tout notre petit dernier en ce moment. Dès qu'il y a un peu d'enjeu, dès qu'il y a des émotions qui montent, on a vraiment du mal à raisonner, à dialoguer, à s'écouter mutuellement. Et donc, le fait de discuter hors crise, quand tout est calme, quand tout va bien, peut-être quand on a un bol de glace devant nos yeux, alors là, la discussion se passe mieux. L'autre chose, c'est que, en fait, avec ces discussions, on a la possibilité de préparer le dialogue, de réfléchir en amont euh, et de décider qu'est-ce qu'on a envie de dire, pourquoi, anticiper peut-être des points d'accrochage, des différences. Et le fait d'arriver avec justement une stratégie, une approche qui est réfléchie, c'est une manière vraiment d'aimer l'enfant et de préparer le terrain pour qu'une discussion peut-être qui pourrait être compliquée, par la grâce du Seigneur, pourrait bien se passer. Et ça, c'est peut-être un troisième point, c'est que ça nous donne vraiment l'occasion de préparer dans la prière, à préparer nos propres cœurs, inviter le Seigneur à nous accompagner pour que lui, il arrive à parler à travers nos bouches. Hmm. Mm. On essayait de brainstormer ensemble quels pourraient être les grands sujets qui peuvent être source de tension dans la famille. Et je ne sais pas si Rachel, toi qui as des ados là en ce moment, tu as quelques idées à nous suggérer de conversations qu'il vaudrait mieux avoir hors Mm. crise. Ouais, ouais. Euh, Oui, forcément, il y en a plusieurs et je pense qu'il y en a quand même certaines qui concernent absolument toutes les familles, pas de tous les âges, parce que du coup, il y a des sujets qui sont propres à notre génération et celles à venir. Donc, pour notre part, celle à laquelle j'ai pensé, c'est toute la discussion autour de l'usage du téléphone portable. Hmm. Alors, si ça tenait qu'à moi, et d'ailleurs, en leur disant en rigolant, quand nos enfants ont commencé à se poser la question, quand est-ce que nous, on en aura un? À partir du moment où leurs amis ont commencé à en avoir un, et ben, on leur disait toujours à 18 ans, à 18 ans, mais c'était pour rigoler, mais c'est parce que quelque part, on se disait ça nous arrangerait bien. Parce Mhm. qu'en fait, on n'aurait pas besoin de gérer cette nouveauté dans notre vie. Et voilà, Hmm. cette échéance approchant, on a commencé à y réfléchir avec Izzy, mon mari. On va leur en confier un, donc il faut réfléchir avant à un cadre et l'expliquer, voir avec eux et mettre voilà, des consignes valables pour tous dans la famille. Yes, le Ça, c'est un téléphone sujet parmi portable, d'autres. grand sujet. Est-ce qu'il y en a d'autres Mm. auxquels on pense, peut-être pour aider nos auditeurs à se dire, tiens, ça, c'est des terrains qu'il va falloir que je prépare. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, sources de tension ou de difficultés dans la Mm. famille auxquels on peut penser? Bon, c'est vrai que de notre côté, un des sujets, un des premiers grands sujets avec notre fille aînée concernait les réseaux sociaux. Et pendant un temps, avec Annie, on était tellement ignorants un peu de ce monde. On savait pas du tout que notre fille était à fond dedans, quoi, avec son groupe d'amis. Donc, je pense à cette époque-là, elle était collégienne, mais peut-être vers la fin du collège. Et il y avait un groupe d'amis autour d'elle qui a commencé à communiquer énormément, presque exclusivement sur en fait, dans un réseau qui s'appelle Snapchat. Nous, on Mm. savait
pas du tout de quoi il s'agissait. Et en fait, un jour, Annie découvre sur le téléphone de ma fille un message qui vient d'une application qu'elle connaissait pas, Snapchat. Je raconte pas tous les détails, mais c'est vrai qu'un des principes qu'on partage ouvertement aux parents de notre entourage, et nos enfants sont bien au courant, c'est on dit que nous, en tant que parents, on espionne parce qu'on aime. En fait, donc, on avait communiqué à nos enfants en lien avec l'achat du téléphone portable, comme les Yates, il y avait un cadre. Et pour nous, le téléphone, c'était notre téléphone qu'on laissait nos enfants utiliser, mais ça voulait dire qu'on avait un accès à n'importe quel moment à ce téléphone. Et Annie profitait vraiment à cet accès-là, ce libre accès pour espionner un petit peu. Mhm. Et donc là, elle a découvert tout un monde en lien avec Snapchat. Et ça a posé le terrain pour quand même ce qu'on appelle parfois une conversation cruciale avec notre Mhm. fille. Et on savait que ce serait vraiment plein d'enjeux. Parce Mhm. que finalement, quand on a commencé à aborder le sujet, il y avait beaucoup d'émotions Ouais. de son côté. Et on a réalisé que c'était une discussion à bien préparer en Mhm. amont, pas juste se Mhm. lancer, quoi. Mhm. Mhm. Mm. Pas être dans la réactivité. Je Ouais. pense Mm. il y a plein de sujets comme ça qui sont assez chauds ou inflammatoires. Je pense aussi aux conversations qui entourent la sexualité et les relations Voilà. Mm. garçon-fille qui vont Mm. provoquer aussi des moments chauds. Moi, je réfléchissais en tant que maman aussi d'enfants en bas âge, hein. J'ai un petit qui a 3 ans en ce moment, donc je suis Mhm. un peu derrière vous. Mais par exemple, un sujet pour nous dont on discute en dehors des périodes de crise, c'est le sujet de l'obéissance, par exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que de l'obéissance, que dans le moment où il y a des obéissances, mais on choisit d'en discuter aussi à des moments complètement déconnectés euh, pour pouvoir en discuter en dehors des moments de crise. Et un peu de la même manière pour tout ce qui est les conversations sur la sexualité, etc. Donc, les Anglais disent unpack. On va Hmm. déballer tout ça dans Mhm. cet épisode. Ces 3 sujets un peu brûlants, les réseaux sociaux, le téléphone, les amitiés aussi, j'imagine, ça va venir un Voilà. peu dans le sujet, Mm. la sexualité et comment nous, en tant que parents, on va juste vous partager un peu nos expériences, ce qu'on a fait pour en parler en dehors des moments chauds, pour créer une culture familiale où on peut discuter de ces choses-là dans les moments où ça va bien, pour préparer le terrain pour les moments où ce sera un peu plus difficile, si ça vous va. Et je Ouais. pense Mhm. que j'aimerais bien commencer avec toi, Nicolas, puisque tu as commencé à parler de principes pour avoir des conversations cruciales, Oui. pour revenir peut-être autour de cette découverte du monde des réseaux sociaux et de comment vous vouliez en parler avec votre fille, toi, Yanni. Si tu veux revenir un peu sur cet épisode-là. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de faire la distinction entre le genre de discussion que Eddie et Rachel ont préparé concernant un sujet, on arrive à une nouvelle phase de vie, à une question qui se pose et il y avait toute Mm. une réflexion là. Nous, on avait quand même découvert quelque chose, euh, un comportement. Et on voulait parler de ça avec notre fille. Et les principes que je partage s'appliquent en fait notamment à cette deuxième catégorie de discussion hors crise, où par exemple, on voulait commencer juste en partageant avec elle les faits. Donc, quand finalement on a pris le temps pour s'asseoir avec Annie, avec notre fille, on avait bien discuté, on s'est mis d'accord avec Annie sur quels étaient nos objectifs, comment est-ce qu'on aimerait procéder, etc. Euh, le point de départ, c'était Annie qui partageait, voilà ce que j'ai découvert, comment ça s'est passé, quelles étaient les circonstances, etc. Je peux Mhm. Comme juste te ça, poser une question oui. là à ce stade, Nico. C'est quoi l'intérêt de réfléchir en termes factuels? En fait, je pense que ce qui est vraiment bénéfique, c'est que très rapidement, surtout quand on est dans une conversation cruciale où il y a la possibilité d'émotion, si on est juste dans le ressenti, une question de préférence, je pense que ça peut partir en live très rapidement. Mhm. Alors que juste raconter des faits, voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que tu as dit. En général, c'est un principe de base pour la communication saine parce que ça nous simplifie la vie
quand on se focalise sur ce qui s'est passé ici, maintenant, ou dans les derniers quelques jours, plutôt que, ah ben, une fois dans le passé, tu as... Non, en fait, non, on peut ne pas être d'accord autour de ça. Mais là, les faits étaient difficilement contestables, en fait, dans ce cas. Ok. Désolée, je te laisse continuer. Bon, c'est très bien, ouais. En fait, après l'idée de partager les faits, Annie a raconté son histoire, c'est-à-dire, elle a partagé son émotion, euh, sa réaction initiale, les questions qui se sont posées dans sa tête. On peut presque imaginer des films qui commencent à se lancer et elle commence à imaginer des choses face à ces messages qui étaient quand même très, très troublants. Et comme ça a donné à notre fille la possibilité de se mettre un peu dans le cerveau de sa maman, marcher un petit peu dans les baskets de maman pour savoir que maman, c'est un être humain aussi, elle a des émotions. Et en racontant son histoire, elle n'est pas dans l'accusation, elle est plutôt dans voilà ce que j'ai vécu quand j'ai vu ça. Donc, je suis pas en train d'interpréter du tout. C'est juste mon expérience. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant comme point de départ, alors que la tentation, ce serait en fait, d'arriver à des conclusions très rapidement, Tout à fait. et de faire le lien avec d'autres problèmes de l'enfant, etc., d'exagérer peut-être. Alors que là, raconter son histoire, ça ouvre la porte pour un vrai dialogue. Ça, c'était Ouais. le deuxième principe. Et puis tu prêtes pas des intentions en fait à l'ado aussi, Et c'est exactement ça, ouais. qui pourrait réfuter facilement en disant mais pas du tout, c'était pas du tout ça que je voulais, et tout de suite tu es en Là, confrontation. on est dans le Conflit conflit direct. plus vite. Super. Donc C'est les ça. faits, raconter son histoire. Et puis, c'est la demande à l'autre de raconter sa perspective, en fait. Comment est-ce que tu vois les choses? Déjà, quel est ton ressenti? Et nous, il nous manque certainement des infos. Aide-nous à mieux comprendre ton monde, en fait, à voir ce que nous ne voyons pas. Et ça aussi, c'est important. Bon, dans cette discussion, j'avoue que il y avait toute une question autour du fait que, bon, cet accès au téléphone, et je pense que ce sera un sujet de débat. Peut-être certains de ceux qui vont écouter ce podcast ne sont pas d'accord avec d'espionner le téléphone de son enfant. Bon, ça se discute, hein. Mais il y avait toute une discussion autour de ça. Il y avait un cadre posé, donc c'était pas surprenant, mais c'était émotionnellement quand même difficile pour notre fille. Il fallait qu'on discute de ça en premier. Et une fois qu'on a pu écouter notre fille et même reconnaître, même valider ce sentiment presque de trahison, envahissant, est-ce qu'on dit ça? Vous avez envahi un peu Ouais, mon son espace espace privé. personnel. Voilà, on a pu valider ça, qu'on comprend très bien. Mais voilà pourquoi on a donné une explication et on a décidé de persévérer quand même dans la discussion. Elle a pu nous donner tout un contexte autour de ce qu'elle a vécu avec son groupe d'amis. Et ce qui était frappant pour nous, c'était de voir à quel point elle aussi, elle avait beaucoup souffert émotionnellement, au niveau de ses propres convictions. Il y avait une vraie tension pour elle entre, d'un côté, le désir d'appartenir au groupe et ne pas être exclu, surtout sachant que, en fait, même les prises de rendez-vous, tout se passait maintenant par Snapchat. Donc, enlever Snapchat de ton téléphone, c'était vraiment quitter le groupe, quoi. Mais restant dans le groupe, ça voulait dire qu'elle recevait des messages qu'elle ne voulait pas recevoir. Et donc, en décrivant cette tension, déjà, c'était rassurant pour nous d'entendre son cœur. Et après, ça a posé le fondement pour qu'on commence à réfléchir sur, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Et ça, c'est le quatrième point. Je ne sais pas si vous voulez réagir un petit peu à ce troisième point, demande de partager son histoire, sa perspective. Bah, je trouve excellent les points 2 et 3 dans la mesure où, en fait, ça donne la possibilité, on va dire de part et d'autre, de pouvoir aussi exprimer le ressenti, ce qui se passe vraiment. Et dans l'exemple que tu donnes, je trouve que ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça donne des perspectives qui sont vachement plus larges, où votre fille, elle a pu aussi exprimer des choses plus profondes finalement comme si l'utilisation de Snapchat révélait des choses finalement plus importantes, plus profondes de ce qu'elle vivait. Et le fait de pouvoir avoir une conversation au calme vous a certainement donné une perspective sur des choses. Peut-être qu'elle aurait, enfin, est-ce qu'elle serait venue d'elle-même vous dire un jour, ah, faut que je vous raconte comment voilà, ça se passe avec le groupe en ce moment? Probablement pas. Et je vois moi que les points 2 et 3, j'aurais tendance
facilement les oublier, on va Mhm. dire. Mhm. Et ça empêche de rester sur l'arbre qui cache la forêt, qui aurait été par exemple le problème de tu as violé ma confiance en Ouais, regardant mon téléphone. Ce qui pourrait souvent Ouais, rester l'argument aussi, ouais. Ouais. euh, sans que hop, on lâche cet argument-là et qu'on aille ce qui est plus profond. Donc Mhm. excellent. tout à fait. Je te laisse Ouais. continuer, Nico. Ouais, je termine rapidement, juste 2 derniers points. Donc le 4e, c'était le fait de chercher des solutions ensemble. Et c'est vrai que je pense que quand les 2 côtés se sentent écoutés, euh, entendus, et qu'on reconnaisse aussi que ta perspective est légitime, Hmm. on comprend ta souffrance. Et même nous, on a pu raconter nos propres histoires de ce qu'on avait vécu à son âge, etc. On se met aussi dans ses baskets. C'est très, Mhm. très fort pour créer un contexte de collaboration à ce moment-là. On peut dire, OK, tiens, on reconnaît la tension, on respecte profondément le désir et peut-être même le besoin de continuer à cultiver ses amitiés, mais il y a un vrai problème. Ce qui se passe dans ce groupe, c'est pas bon pour toi, c'est même pas bon pour les autres membres, parce que franchement, il y avait vraiment un côté très pervers sur le plan sexuel. Hmm. On était vraiment choqués. Et elle était d'accord, mais elle était bloquée. Mhm. Et donc là, on a pu réfléchir ensemble, et elle est devenue actrice d'une première tentative de solution. Donc 4e, c'était ça, ça a cherché une solution ensemble. Et puis 5e, c'était juste tester la solution. Donc l'idée, c'est que une fois qu'on a trouvé une solution, une idée, en tout cas, on s'est dit, tiens, on va tester ça pendant un temps et on verra comment ça se passe, quoi. Et après, on peut revisiter ensemble la solution si finalement ça ne produit pas le résultat qu'on cherche. Mhm. 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 Excellent. Mhm. En t'écoutant, Nico, je me dis que vraiment, vous avez enfin, créé un terrain propice en ayant cette discussion de cette manière-là, à vivre une réalité qu'on retrouve dans la Bible et dans l'Église que je lis en Éphésiens 4, le verset 1. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et qu'en fait, là, Mhm. votre but étant de préserver cette unité-là, de préserver l'harmonie familiale, la conscience que vous aviez tous envie d'honorer Dieu finalement, d'avoir cette conversation avec patience, avec douceur, vous vous êtes supportés les uns les autres en fait. Elle a pu Mm. entendre votre douleur, vos craintes, vous avez pu entendre les siennes, vous vous êtes supportés les uns les autres et ça me donne envie en tout cas. Mm. Mhm. Merci d'avoir partagé ces questions-là. J'imagine qu'on va les réécrire pour que les auditeurs puissent les avoir en main Oui. et Mm. réfléchir dessus et les mettre en lien pour l'épisode. Rachel, moi, je serais intéressée de savoir comment vous avez préparé une conversation qui n'avait pas Mhm. encore eu lieu dans votre famille, dans Mhm. une situation qui n'existait pas encore avec Eddie, Ouais, c'est ça. Mhm. l'arrivée du téléphone portable. Ouais, le fameux. Eh bien, forcément, on s'est dit qu'on voulait mettre un cadre tout en expliquant à nos enfants et en leur rappelant régulièrement que c'était pas un cadre pour un cadre et pour asseoir notre autorité parentale, voilà, par ce biais-là, mais que c'était pour leur bien. Et du coup, est passé par là aussi la nécessité de leur parler du fait qu'un téléphone portable avec un accès à Internet, c'est vraiment un objet super dangereux entre leurs mains. Alors, ils en avaient un peu conscience, surtout notre fils aîné, parce qu'avant lui, certains copains avaient un téléphone avec accès illimité, et puis bah, il avait bien vu les tentations qui vont avec, et les accès à des choses tellement mauvaises. Donc on a pris des décisions, en fait, sur, ben, voilà, le téléphone sera posé à cet endroit dans le salon. Donc, Mm. pour la petite histoire, on a une corbeille, en fait, Mm. où j'ai écrit unplug en anglais, donc débranché, quoi. Et même mon téléphone, il est dedans, hein, quand on est en hors connexion. Et nos téléphones sont dedans. Et il y a certaines choses qui sont restées, qui sont devenues des réflexes, comme celui de poser son téléphone dans cette fameuse corbeille. Mais ce que j'ai constaté aussi, et je trouve que c'est intéressant d'entendre ce que vous, avec Nico, finalement, vous avez eu une conversation sereine et paisible, quand même en réaction à quelque chose qui s'était passé. Mm. Euh, Enfin, faut pas non plus dire que cette conversation qu'on a, par exemple, sur, bah voilà comment on va vous confier un téléphone, voici le cadre. Donc, selon les familles, ça peut être des horaires, ça peut être
pas de téléphone dans la chambre. Nous, par exemple, il est éteint le soir et puis il est dans le salon. Ils vont pas dans leur chambre le soir avec leur téléphone. Certaines choses voilà, qui nous semblaient bonnes. Nous, ils n'ont pas d'accès à Internet s'ils sont pas à côté de nous parce qu'on n'a pas de box. Donc, forcément, Mhm. s'ils veulent avoir accès à Internet, il faut qu'ils nous demandent de partager Mhm. nos données. Hmm. Donc, Pas mal voilà, on ça. a des moyens un peu garde-fous comme ça. Mhm. Mais en fait, ça peut pas rester gravé dans le marbre. En fait, une décision qu'on a prise pour notre aîné quand il est rentré en quatrième, ou notre fille, elle, c'était en sixième pour le téléphone, elle peut pas rester jusqu'à leur fameux 18 ans. Et en fait, on doit faire cet effort en tant que parent de revisiter ce cadre, pas forcément en se disant que c'est une concession et qu'en fait, on est en train de perdre cette autorité, justement, mais c'est parce qu'en fait, on est bien obligé de constater que nos enfants grandissent, ont un usage différent et avant que ce soit conflictuel parce qu'on se retrouve devant une problématique, c'est tout un exercice aussi de se dire, bah, je dois constater que mon enfant en est arrivé à ce stade de son usage et c'est voilà la nécessité. Donc, qu'est-ce qu'on doit revoir, nous, en tant que parents, qui reste dans un cadre correct, qui nous semble bon pour eux, mais qui est juste aussi. Ouais. Parce que sinon, moi, j'ai bien vu aussi des fois, les fois où moi, je vais réagir trop rapidement et trop sévèrement, en fait, c'est pas juste. Parce que ça va m'agacer de rentrer à la maison et d'en voir un dans le canapé avec son téléphone, alors que j'aurais tellement préféré le voir avec son livre. Et donc, dire, oh, mets ton téléphone dans la corbeille tout de suite. Alors qu'en réalité, c'était pas ce qui avait été décidé. Donc, il y a cette conversation qui s'est très bien passée et où le cadre a été posé. Et de toute façon, il était pour ça pas mal de points non négociables. Mais voilà, cet effort de le revisiter, Mhm. euh, pas parce qu'on baisse les armes, mais parce qu'on doit revoir les contours. Mhm. Ça, je pense que c'est une des clés de cette communication hors crise, c'est que c'est une communication qui est continue, qui est renouvelable, Mhm. qui est changeable. C'est-à-dire que c'est pas. Enfin, on a souvent dans le milieu chrétien, enfin, je sais pas si vous avez entendu comme moi, c'est il faut avoir une conversation Mhm. C'est sur ça. bah, le téléphone, sur les amitiés, sur les Mhm. sorties, sur la sexualité. Et beaucoup de parents vont faire se préparer pour cette conversation. euh, et ouf, une fois que c'est fait, vont se dire devoir fait, on a eu la On conversation. peut le cocher sur notre liste. La C'est réalité, c'est ça. que ça peut causer des tensions plus qu'autre chose, parce qu'on reste fixé dans le Mhm. marbre, comme tu disais, Rachel, et que les parents restent Voilà. immuables. Nico, tu disais quelque chose d'intéressant par rapport au fait de respecter les phases de vie dans lesquelles on est avec nos enfants aussi, pour Oui, faire évoluer la Mhm. communication hors crise. tout à fait. Et franchement, ça soulève un sujet qui est très actuel pour nous, où on se retrouve avec un décalage de 6 ans entre les deux derniers, en fait. Il y a notre troisième qui partira cet été pour faire ses études universitaires, et puis on a notre quatrième il termine sa première année collège. Et on voit une des sources de frustration dans la famille actuellement, et ça va devenir une conversation cruciale. On vient d'en parler ce matin avec Annie. C'est qu'on constate que notre dernier n'est pas d'accord avec un dialogue ou une type de relation qui est différente. Notre manière de parler avec notre fille, troisième, c'est pas pareil que notre discours avec lui. Et justement, c'est lié à cette idée. Ils sont dans deux phases de vie avec deux types de besoins. Et là, on a un point à clarifier parce que lui, il veut qu'on le traite comme s'il avait 17 ans, alors qu'il a Mhm. 11. Et je pense que une des complications de vivre avec ce genre de décalage, c'est que ça peut créer des attentes. Et si on ne les adresse pas pour clarifier les choses, il y aura des frustrations et des tensions. Et c'est ce Mhm, qu'on est en train de vivre actuellement. mhm, mhm. Mhm. Ben, par exemple, quand je vous disais que moi, avec mon enfant de 3 ans, on parle de la Mhm. désobéissance hors crise, c'est-à-dire que des fois, on va se créer des petits scénarios parce que plutôt que de toujours dire quand il a traversé la route sans moi, par exemple, de crier dessus, dire tu dois obéir, ce que je fais aussi sur l'instant, c'est que le Mhm. lendemain, par exemple, à table, je vais dire euh, tiens chérie, ça veut dire quoi obéir?
Et oh, tiens, ça le fait réfléchir. Et puis on va lui dire, tiens, est-ce que tu te rappelles avoir désobéi des fois? Alors bon, il est plus ou moins pertinent, mais en gros, c'est des petites conversations qu'on a à son niveau et son âge. Il a Mm. 3 ans, que bien sûr vont évoluer. Je vais pas dire à mon fils de 12 ans, ça veut dire quoi, désobéir? Et pourquoi il faut Ouais. toujours Mm. obéir? Mm. Euh, Elles vont se muter plus en conversation comme tu as décrit toi, Nico, où on va essayer de rendre l'enfant participant de la décision, des solutions pour avancer, etc. Ou comme toi, Rachel, où tu as vu qu'en fait, entre le fils aîné où tu as mis en quatrième le téléphone et la deuxième où ça devait être en sixième par nécessité, Ouais, nécessité, ouais. conversation différente, quoi. Exactement. Mm, mm, mm. Ouais, C'est un donc peu... je note qu'il y a Vas-y, vas-y, Nico. J'allais juste pour rebondir sur ça rapidement, ce qu'on on remarque, c'est que je pense qu'avec notre dernier, on est passé trop rapidement à une forme de communication très participative, vraiment un dialogue sans le cadre. Et là, on est en train de faire un peu marche en arrière en réalisant on a sauté des étapes. Ouais. Donc, Mm. je pense Mm. bon voilà, ça rejoint ce que tu viens de dire. Il faut qu'on discerne quel est le vrai besoin du moment. Et là, même si on aimerait être dans un dialogue très participatif, etc., on réalise que parfois, il faut tout simplement dire non, je suis désolé, ce sera comme ça. On Mhm. peut discuter, Ouais. mais c'est Mhm. maman et Mm. papa qui décident Ouais, maintenant. ouais, ouais, ouais. Vas-y, Ouais, Rachel. tout à fait. Non, non, j'allais dire à peu près, en fait, la même chose que toi, me dire aussi, c'est jamais trop tard. Si on se dit, mais mince, j'ai pas fait ça. Enfin, n'ayons jamais peur, en fait, de quand même initier ces conversations dans nos foyers, dans nos familles. C'est que des bonnes choses. Et moi, ça m'intéresse aussi de savoir, Chloé, si vous avez discuté de... Alors, on pourrait parler en relationnel de façon globale, et les questions sur l'amitié sont très importantes. On pense aussi à cette grande conversation qu'on se dit tous qu'on doit avoir sur la sexualité, l'approche de la puberté, ces choses-là. Est-ce que vous, c'est des Mhm. choses que vous avez mis en place, réfléchi Ouais. En fait, nous, la seule chose qu'on avait réfléchi en amont, c'est qu'on voulait que ce soit une conversation ouverte et facile dans la famille, de parler des sentiments, de parler enfin, des questionnements tout simplement autour des relations garçon-fille, des émotions, etc. Et du coup, le moyen que j'ai trouvé, mais l'avenir nous dira si c'est bien ou pas, c'est que je lance des sujets de conversation avec mes enfants sur ces choses-là à table. Et par exemple, avec notre fils qui est collégien, un soir à table, je vais dire, tiens, est-ce qu'il y a des couples dans ta classe? Parce que plutôt que de Mm. lui dire, tiens, Théophile, qu'est-ce que tu penses du couple quand on Ouais. est jeune? Je dévie la question et je vais dire, qu'est-ce que tes copains Mm. pensent du couple? Qu'est-ce que tes copains pensent de ça? Et du coup, c'est plus facile pour lui de me dire, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait dans la classe? Euh, et en fait, fatalement, on arrivera à ce que lui, il en pense dans la conversation. Ouais. Et donc, il va Ouais. me dire, ah bah oui, une telle est en couple avec machin, mais bon, ils ont cassé, donc elle a pleuré. Et donc, ça va mener à la conversation suivante. Bah, est-ce que du coup, c'est une bonne chose qu'ils se soient mis en couple? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils ont cassé un peu vite? Donc, on parle de la volatilité des émotions. Mm. Euh, et je trouve ça chouette parce que du coup, je sens que pour lui, c'est une conversation qu'il peut avoir avec nous alors qu'on n'est pas encore arrivé au moment où lui-même a envie de se mettre en couple. Mhm. Enfin, il a eu des amourettes, mais on n'est pas encore dans le problème en fait. Et l'autre jour, il est même venu avec nous pour nous demander quelles étaient les différentes sortes de baisers qu'on pouvait se donner entre un homme et une Mm. femme. Et je suis tellement reconnaissante Mm. qu'il ait choisi de nous C'est clair. demander à Ouais. nous Bien sûr. ce qui Ouais. se fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et plutôt qu'à ses copains ou plutôt qu'à Mhm. Internet. Et donc, vraiment, je dis ça en toute humilité parce qu'il n'a que 12 ans. Mm. Mais de créer cette culture de discussion hors crise, pour nous, en tout cas pour le moment, on sent qu'il y a la confiance qui se construit, qui se développe. Et je prie pour que ça continue vraiment pour qu'ils voient que papa et maman en parlent bien et sont pas gênés. Mm. Mm. Ouais. Je pense que c'est intéressant, Chloé, ce que tu dis, parce qu'en t'écoutant, je me dis, avec Aurélien, vous avez travaillé un climat qui est propice à ce genre de partage, en fait. Donc, le fait qu'il ait cette confiance, il soit à l'aise pour venir vous parler, je pense que c'est le fruit d'un gros travail en amont qui rend possible un moment comme ça.
Et donc, la qualité en fait, le fait de passer ensemble, temps de qualité, d'être intentionnel pour lancer différents types de discussions. C'est vrai que c'est un des grands objectifs, je pense, c'est de créer un contexte où il y a le type de relation en place, où nos enfants, en fait, quand ils ont une grande question comme ça, le réflexe, c'est, ah ben, je veux savoir ce que maman, papa pensent de ça. Et je trouve ça vraiment beau. Mais c'est un gros travail, n'est-ce pas? Et c'est toujours la fine ligne entre on veut pas approuver de ces choses-là, en fait, on veut pas lui donner la permission, en fait, quelque part d'aller se mettre en couple alors il n'a que 12 ans, etc. Et je pense que les parents chrétiens luttent avec cette notion comme avec le téléphone ou les réseaux ou l'usage d'Internet ou la pornographie, c'est qu'on se dit, si j'aborde le sujet et que j'en parle avec lui, il va croire que je suis d'accord. Mais c'est de lancer cette conversation pour ensuite avoir une conversation spirituelle qui est le but toujours, quoi. Les amis, il nous reste 3 minutes. Comment voulons-nous utiliser ce temps? J'avais juste une pensée rapide concernant ce qu'on appelle en anglais teachable moments, les moments propices à l'enseignement. Et ce qui est quand même intéressant, ce que j'espère que notre épisode aujourd'hui pourrait provoquer, c'est peut-être une question comme la question suivante. Dans la phase de la vie ou cette saison de vie où on est actuellement avec mon enfant ou nos enfants, quels sont les thèmes, quels sont les sujets qui sont appropriés, qui seraient même nécessaires peut-être de discuter. Et comme tu dis, Chloé, tout à l'heure, plutôt que d'imposer une discussion, à un moment donné, là, on va s'asseoir, parler de l'amitié, qu'on soit vigilant pour voir où sont les moments propices à l'enseignement, à une discussion en lien avec un de ces thèmes. Si c'est tout flou dans nos têtes, on ne sait pas où on va, ce qu'on a envie de faire maintenant, on ne va pas reconnaître le moment et saisir. Et plus on est conscient d'un certain nombre de thèmes clés pour cette saison précise de la vie, plus on peut rester vigilant quand les moments arrivent. Et c'est souvent à l'improviste. Et il est là. Et puis, go, quoi. Ouais. Je pense que c'est un peu comme ce que Rachel et son mari ont pu faire, c'est de voir venir le temps où il va falloir donner un portable à nos enfants et du coup, eux-mêmes se poser ensemble pour dire, bon, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Et que du coup, quand le moment est venu d'avoir la conversation, tous les deux, vous étiez sur la même page. C'est ça. Et qu'ensuite, il y a toutes sortes plein de micro, comme tu dis, Nico, micro-occasions, en fait, que nous, on n'a pas planifiées. Mais il faut être à l'écoute et prêt à discuter. Ouais. Du coup, cette semaine, on a mal préparé la fin de cet épisode, mais peut-être dans votre petit journal familial, vous pouvez réfléchir en couple à quelle phase de la vie vous êtes en ce moment avec vos enfants ou avec une bonne amie ou votre conjoint. Et quelle phase de vie est-ce que vous êtes avec vos enfants et quels sont les sujets brûlants qui vont arriver ou qui sont déjà un peu sur le tapis pour lesquels vous voulez réfléchir à une communication hors crise? Excellent. On peut terminer avec une petite parole de bénédiction en lien avec tout ça. Ma prière pour nous, ce serait que le Seigneur nous donne du discernement, justement pour savoir quels sont les grands thèmes liés à cette saison de vie. Il y a une certaine sagesse là-dedans et on demande au Seigneur cette sagesse-là et aussi qu'il nous rende conscients de ces moments propices à l'enseignement hors crise pour qu'on les saisisse avec son aide, l'aide de son esprit. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Parents pour le plaisir. Notre prière, c'est que tu connaisses concrètement cette semaine le plaisir d'être toi-même enfant de Dieu.